Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, où que vous soyez sur les 5 continents, bienvenue sur votre plateforme digitale Mali Online, émettant de Bamako vers le monde entier, du monde entier vers Bamako. Le grand débat reprend avec Monsieur Moussa Mara, un invité de marque qu'on a avec nous, ancien Premier ministre, ancien député. Monsieur Moussa Mara, bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité à cette occasion. Monsieur Moussa Mara, on va faire ce débat à bâton rompu. Avec plaisir. Pourrait-on vous appeler ancien Premier ministre, ancien député, président de parti ou simple citoyen? Oh, Monsieur Mara, je pense que ce serait largement suffisant. J'ai été maire aussi. Alors, plusieurs cordes à votre arc. Oui. Monsieur le Premier ministre, moi je vais être un peu plus officiel. Clap de fin pour l'année 2022. Une année marquée par de très nombreux événements dans le monde, mais singulièrement au Mali. Avec un flashback, qu'est-ce que Mara retient essentiellement de cette année écoulée? Une année de difficultés. Je pense que la difficulté est la chose qui a été la mieux partagée, je pense, sur la planète. Avant même d'arriver au Mali, c'est une année après la crise de Covid, il y a eu une forte augmentation des prix. Et ensuite, la guerre en Ukraine est venue encore ajouter à cela. Et pour ce qui nous concerne, c'est une année qui a débuté avec les sanctions de la CEDEAO, donc qui a encore alourdi la situation. Mais comme je suis un optimiste invétéré, je préfère retenir la résilience du peuple malien. Face à toutes ces adversités, les Maliens ont tenu, grâce à la grande solidarité dont les Maliens savent faire preuve face à l'épreuve, se tenir les coudes, s'entraider, ça nous a permis de tenir bon et de traverser cette période difficile. Et ça ouvre d'autant de perspectives pour 2023, j'espère, et pour la planète et pour notre pays, qu'on aura des vents un peu plus calmes. Monsieur Mara, vous l'avez rappelé, le Mali connaît une période transitoire depuis quelques années déjà. Une période d'exception, comme vous aimez à le dire. De la chute du régime Feu Ibeka, dont vous avez d'ailleurs été Premier ministre, à ce jour, comment noteriez-vous la transition malienne? Vous savez, les notes sont un peu réductrices. Je dirais 6 sur 10, qu'on dira, pour certains, il est sévère et pour d'autres, il est dithyrambique. Je dirais 3 sur 10, comme le Premier ministre lui-même à un moment déterminé. Il s'est noté qu'on dirait aussi que j'ai pu être sévère. Moi, je note simplement qu'il y a des insuffisances. Parce qu'une période d'exception, les acteurs ne sont pas prêts quand ils arrivent aux affaires. Et souvent même, ils ne s'y attendent pas. Donc forcément, il y a des insuffisances, il y a des erreurs, il y a des avancées. Et la dernière avancée, c'est l'accalmie sur le front social avec la grille unifiée, même s'il y a eu beaucoup d'efforts financiers qui ont été engagés pour ça. L'insécurité, il y a des efforts qui ont été faits. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il y a des efforts qui ont été faits. Donc moi, je dis simplement, nous devons mieux faire tous ensemble. Les autorités les premiers et nous tous autour d'eux et avec eux pour que la transition se conclue dans les meilleures conditions pour le pays. Monsieur Mara, nous vous avons vu quelque temps faire des sorties musclées contre la transition avec des observations qui sont un tout petit peu dures ou même incomprises. Alors, surtout qu'en est-il? incomprises. Surtout incomprises. Sinon, moi je suis généralement modéré. Depuis le début de ma vie politique jusqu'à aujourd'hui, je suis généralement dans la proposition, je suis généralement modéré. Mais le contexte actuel est un contexte lui-même qui est inflammable, et je crois que vous le savez, où l'environnement n'est pas très favorable à des voix qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et dans la forme qu'on n'a pas habitude d'entendre. Il s'agit du discours du Premier ministre. Je crois que c'est ce à quoi vous faites allusion. J'ai trouvé ce discours en beaucoup d'aspects contre-productif pour notre pays. Et je l'ai expliqué. Le Mali est dans un contexte particulier. Il est fait face à des difficultés. Il a besoin des autres, il a besoin des voisins, il a besoin de la communauté internationale. Prendre un certain nombre de décisions ou de postures
c'est contre-productif à court et moyen terme. Maintenant, nous sommes dans un environnement, évidemment, où il y a un grand soutien à la transition. Il ne faut pas le sous-estimer. Et beaucoup de nos concitoyens ne comprennent pas des critiques. Mais est-ce que ce soutien n'est pas lié au fait qu'ils ont quand même redoré le blason du Mali? Ils ont redoré le blason du Mali, ils ont donné une voix au Mali, mais ils ont surtout suscité, je crois, l'espoir de lendemain meilleur, la vraie indépendance dont on parle, le fait que le Mali puisse être autonome de tous et de tout le monde. Les Maliens, foncièrement, veulent ça. Et ils veulent ça, à mon avis, depuis l'indépendance. Donc je crois que cet espoir-là, les Maliens y croient. Et ils veulent que tout le monde s'aligne sur cette posture. Quand on est responsable, quand on voit le contexte international, géopolitique, et quand on est conscient des fragilités du pays, moi je pense que certaines postures sont plus contre-productives qu'autre Vos prises de chose. position tiennent compte du fait que vous avez été Premier ministre avant ou parce que vous êtes président de parti politique? Oh, je crois que ça tient compte du fait d'abord que je suis un intellectuel, acteur de la société civile avant d'être acteur politique, qui a écrit des livres, qui a écrit des articles, qui a parcouru le pays de nombreuses fois, qui a parcouru évidemment aussi l'extérieur. Ensuite, j'ai exercé des responsabilités au niveau local et ensuite au niveau national. La somme de tout ça, ça donne quelques aptitudes, quelques expériences qui peuvent être utiles pour le pays. Et prononcer des postures, prendre des postures de ce type, ce n'est pas de l'opposition, c'est de la contribution. La démocratie, c'est ça justement, c'est qu'on a des pros et on a des gens qui disent « attention, faites ci, vous ne devrez pas faire ça, vous devrez plutôt… » Et toutes ces voix sont nécessaires, surtout dans une période d'exception. Parce que j'ai l'habitude de le dire, une période d'exception, personne n'a voté pour personne. On n'est pas dans une majorité face à une opposition. C'est pourquoi moi j'ai toujours réfuté l'idée que je suis un opposant à la transition. Alors, ça ouvre une brèche qui dit que tantôt vous êtes opposant, tantôt vous êtes de la majorité, tantôt vous êtes avec le pouvoir, tantôt vous êtes contre. Alors, ce inconformisme tient en quoi? C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes dans une période qui est une période exceptionnelle où nous devons surtout être intéressés sur comment sortir de cette période. Et comme je l'ai dit, les autorités qui sont ici sont des autorités militaires. Ils n'ont pas participé à une élection. Nous devons tous nous mettre autour d'eux, les aider à réussir. Parce que quand ils réussissent, c'est le pays qui a réussi. Mais aider quelqu'un à réussir, c'est là où peut-être il y a des divergences. Ça ne veut pas dire toujours l'applaudir. Et c'est contre-productif. Nous disons dans notre culture, quand vos amis ne vous disent pas la vérité, il faut que vous payiez vos ennemis pour qu'ils vous le disent. Mais si votre vérité arrange celui qui est son détracteur? Si ça arrange celui qui est son détracteur. Ah, ben je ne suis pas sûr que ça. Ce sont des vérités qui sont dans l'intérêt du pays. En tout cas, c'est ma conception. Je peux aussi me tromper, je l'ai dit plusieurs fois. Mais le plus important, c'est qu'on laisse ouverts les espaces, qu'on laisse la presse s'exprimer, qu'on laisse les acteurs s'exprimer à travers la presse ou à travers d'autres canaux, et qu'on essaye de faire la synthèse des opinions. Si on n'écoute qu'un seul camp, il y a des chances de se tromper. Je crois que l'histoire est vraiment constellée d'exemples de ce type. C'est aujourd'hui peut-être ce qu'il faut conseiller à la transition. C'est de dire nous pouvons réussir, nous devons réussir, nous n'avons pas le choix. Il faut que pour réussir, nous mettions tout le monde ensemble. Nous cultivons nos intelligences et nos énergies. Et pour ça, il faut accepter que certaines intelligences et certaines énergies ne soient pas seulement dans l'applaudissement, mais qu'ils soient dans la contribution. Et quand ils estiment que vous êtes dans une voie qui est une voie erronée, qu'ils vous le disent. C'est dans l'intérêt d'un leader que d'écouter tout le monde, je pense. Alors, Monsieur Mara, parmi les actions posées par les autorités de la transition figure en première ligne la rédaction d'une nouvelle constitution et l'élaboration d'un chronogramme électoral. Comment avez-vous perçu ces actions en termes de contenu, surtout en termes de portée? Déjà positif puisque ces actions sont prévues dans le cadre du processus de transition. Maintenant, ce qui a manqué dans l'exercice de la Constitution, je pense que c'est la création d'un environnement de confiance. Quand l'avant-projet de Constitution a été publié, je crois que tout le monde a été témoin, se sont exprimés essentiellement des critiques. Ceux qui sont en faveur du projet, à commencer par le gouvernement lui-même, n'ont pas été vraiment audibles.
Et je pense que c'est ce qui a conduit le président de la transition à mettre en place une commission pour enrichir l'avant-projet. Ce qui nous éloigne d'autant du respect du chronogramme initial qui est prévu. Je pense qu'il va être difficile de tenir le référendum au mois de mars. Pour le chronogramme, il y a des retards aujourd'hui. La mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections, qui n'est pas encore totalement terminée alors qu'elle devrait l'être aujourd'hui, ça nous amène dans un certain retard. Maintenant, ce qui est indispensable et qui est même urgent, c'est que le gouvernement et les acteurs politiques se retrouvent autour d'une table pour voir les incidences de la situation actuelle sur le chronogramme et quelles sont les décisions qu'il faut prendre. Est-ce qu'il y a des scrutins qu'il ne faut pas mettre à plus tard, après la transition ou pas? S'il faut le faire, quel scrutin il faut le faire? Je pense que c'est... Alors, comment le consensus est faisable si les politiques sont en rang dispersé? Il y en a qui sont même plus autour d'une table, il y en a qui sont timidement et il y en a qui aujourd'hui sont avec. Chaque fois que les autorités de la transition ont convié les acteurs politiques, à mon avis, ils ont répondu présent. Et répondre et ne pas actionner font d'eux. Non, répondre déjà, c'est la première étape. Ensuite, après, les gens ont à faire des contributions. Il y a un exemple qui est en cours actuellement. Le ministre de l'administration territoriale a convié une réunion bientôt du cadre de concertation où les partis sont appelés à faire des contributions par rapport au projet de la Constitution. Il faut faire exactement la même chose sur le chronogramme et le plus tôt serait le mieux. Alors, ces actions aujourd'hui contribuent-elles à renforcer la confiance entre acteurs politiques et les autorités de la transition? Aujourd'hui, il y a encore des efforts à faire. On est dans un relatif, je dirais, on a quelques divergences. Il y a quelques antagonismes aussi. Mais il n'y a rien de rédhibitoire et il n'y a surtout rien d'inéluctable. Si nos autorités, et notamment le ministre d'État en charge de l'administration territoriale, s'il fait les efforts pour réunir les acteurs, créer des espaces pour s'entendre discuter et le faire régulièrement, non pas tous les 3 ou 4 mois, mais vraiment toutes les 2 semaines, parce que vraiment les choses sont en train de s'accélérer. Moi, je pense qu'il n'y a rien qu'on ne puisse pas résoudre. Est-ce qu'il y a le temps encore au dialogue et à la discussion si on sait que vous-même, vous l'avez signalé, il y a un grand retard et un grand gap déjà qui existe? Mais si le retard et le gap nécessitent le dialogue, il faut forcément faire le dialogue. Alors, si on veut enjamber le retard, on risque de créer d'autres retards demain et après-demain. Je crois qu'il faut impérativement qu'on se parle. Donc, il y a une possibilité de prorogation du chronogramme. Si les acteurs en conviennent, moi, personnellement, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais il y a le couperet de la communauté internationale. Vous savez, si les Maliens sont unis, on peut convaincre la communauté internationale. Mais il faut qu'on se parle, qu'on s'asseye, qu'on regarde objectivement ce qui peut être fait. Et moi, je pense qu'on peut encore être dans le chronogramme. Il faut qu'on adopte des mesures très précises, très concrètes, et que semaine par semaine ou toutes les 2 semaines, on monitore. Si on le fait, on peut prendre des mesures urgentes et ça nous permettra d'être dans le temps. Alors, parlant de confiance, vous êtes l'un des initiateurs du cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie, qui a changé de dénomination aussi en devenant cadre d'échange pour un retour à l'ordre constitutionnel. Partagez-vous toujours les mêmes visions que le cadre? Très sincèrement, non. Vous savez pourquoi? Quand on a créé le cadre, moi je fais partie des initiateurs, d'ailleurs c'est moi qui ai prononcé le premier discours du cadre, l'appel du cadre. Ce n'est pas par cosmétisme que nous avons donné le nom pour la réussite de la transition. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il s'est passé entre-temps que beaucoup d'acteurs ont focalisé le cadre plutôt sur les élections que sur la réussite de la transition. Pour moi, les élections font partie de la réussite de la transition, mais les élections ne sont pas les seuls éléments de la réussite de la transition. La réussite de la transition, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, nécessite que les gens se mettent ensemble. Le gouvernement doit faire les efforts, et le gouvernement doit faire les principaux efforts, mais les acteurs politiques aussi doivent accompagner. En se braquant et en se mettant dans la posture de dire coûte que coûte les élections, je crois qu'on risque de braquer aussi de l'autre côté et finalement arriver à une situation de non-retour. Et ça, ce n'est pas bon pour le pays. C'est pourquoi aujourd'hui, changer le nom du cadre en cadre pour le retour à l'ordre constitutionnel, pour moi, ce n'est pas conforme à l'esprit originel du cadre qui est la réussite de la transition. Et quand vous regardez cet appel que j'ai prononcé en juillet 2021, vous verrez que le premier point sur lequel on insiste, c'est d'appeler les autorités à réaliser une transition inclusive, mettre les gens ensemble.
C'est ce que je dis depuis le début de cette interview. Ce n'est pas le cas? Il faut qu'on le fasse. Ce n'est pas encore suffisamment le cas. Ce n'est pas encore suffisamment le cas en termes d'acteurs et ce n'est surtout pas encore suffisamment le cas en termes d'espace et en termes de périodicité de rencontres. Alors, comment est-ce que on est passé d'inclusivité aujourd'hui à retour à l'ordre constitutionnel? Je pense qu'il y a quelques erreurs qui ont été commises par les autorités de la transition. Quand vous suivez le schéma, le déroulement de la transition, aujourd'hui nous sommes encore dans un environnement, et on l'a dit tout à l'heure quand j'ai, moi, fait un communiqué par rapport au discours du Premier ministre, où les autorités se braquent facilement et où les autorités classent même les citoyens. Ceux qui applaudissent sont considérés comme les patriotes, ceux qui émettent des critiques, ou même ceux qui donnent des opinions un peu différentes, sont tout de suite étiquetés comme contre le pays, ou pro-français, ou pro-intel, et donc il ne faut pas leur parler. C'est comme on les met de côté, il n'y a rien à tirer d'eux. Et ça, je n'ai pas conforme à ce qu'il faut dans une transition. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes d'une tendance toujours générale de ne pas aller à l'air du temps? Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une période où il faut classer les gens. Nous sommes dans une période où il faut qu'on se mette ensemble. D'ailleurs, les autorités, dans leur discours, c'est ce qu'ils disent. Et pour qu'on se mette ensemble, il ne faut pas classer. Si vous mettez déjà un tampon sur quelqu'un en disant celui-là, il est antipatriotique, bah, ça va être difficile de lui parler. Ça, il y a eu ces erreurs-là. Et maintenant, sur la scène politique, il y a des acteurs aussi qui sont des radicaux. Et ce radicalisme-là, je ne le partage pas. C'est ceux, par exemple, qui voulaient, à un moment déterminé, dire on ne reconnaît pas les autorités de la transition. Moi, je dis non. Il ne faut pas aussi tomber dans ce radicalisme, finalement, qui fait écho aux radicaux de l'autre camp. Si ce sont les radicaux qui gagnent, on va à la cassure, on va à la confrontation. Il faut que ce soit les modérés de tous les camps qui gagnent. Et je pense que le pays a intérêt dans ça. D'aucuns disent que vous êtes non aligné, que ce non-alignement est dû à une culte de personnalité. Oh! Non, non, je ne le pense pas. Vous savez, ça a commencé dans la période des IBK. Nous, on était dans la majorité. Nous avons cheminé dans la majorité. Moi, j'étais ministre, premier ministre, comme vous l'avez dit. Mais même quand nous avons quitté la primature, nous sommes restés dans la majorité. Nous n'avons quitté la majorité qu'en 2017, après avoir constaté un certain nombre de dérives qui sont documentées, qu'on a indiquées. Et quand on a quitté la majorité, on n'était pas avec le régime. On était dans l'opposition. Seulement, l'analyse que nous avions faite, les gens aiment bien la dichotomie. C'est-à-dire, celui, dans ce temps-là, celui qui n'est pas avec IBK, il est avec Soumaïla. Alors que nous, notre ambition, le vrai élément que nous voulions réaliser dans notre pays pour nous, n'était ni IBK ni Soumaïla, paix à leurs âmes aujourd'hui. Et c'est cette troisième voie que nous avons voulu illustrer et mettre en place en créant une coalition autour de Cheikh Modibo Diarra, et nous-mêmes, on n'était même pas candidats. Et cette troisième voie, elle existe quand même. Il faut qu'on le comprenne. Maintenant, cette situation est différente de la situation actuelle où il n'y a ni majorité ni opposition. C'est pourquoi ceux qui veulent s'opposer à la transition, je dis non. Il faut qu'on dialogue, il faut qu'on parle, il faut qu'on contribue, il faut qu'on donne des idées. Il faut qu'on critique s'il le faut, mais il faut qu'on cherche à réaliser la réussite de la transition parce que c'est l'intérêt du pays. Alors, aujourd'hui, on peut dire que Mara est un éternel incompris? Peut-être c'est tout à fait possible, mais je ne me décourage pas. Je ne me décourage pas parce que le pays le mérite. Le pays mérite tous les sacrifices. Il faut qu'on reste sur la ligne de l'intérêt du pays. S'il faut prendre le pari d'être incompris, je suis tout à fait prêt à l'endosser. Alors, revenons aujourd'hui à l'insécurité, à la recherche de la souveraineté de notre pays. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce fléau jusqu'à présent? Aujourd'hui, je pense que les menaces auxquelles nous faisons face, parce que les menaces sont de différents ordres. Vous avez la question de la rébellion qui n'est pas encore totalement terminée. Beaucoup de Maliens ne le savent pas, mais nous avons encore des milliers d'hommes en armes au nord de notre pays principalement qui se réclament de la rébellion. Et quand les hommes sont en armes et qu'ils n'ont pas de quoi vivre, ben, ils tombent dans le banditisme, ils tombent même souvent même dans le terrorisme. Le fait que nous ayons des milliers d'hommes en armes qui ne soient pas désarmés, intégrés pour certains, versés dans la vie civile, c'est un facteur d'insécurité. Le second facteur, c'est le terrorisme. Mais dans le terrorisme, il y en a plusieurs aussi, comme vous le savez. Et là, c'est un enjeu stratégique. Je pense que nous devrions tous comprendre que ça prendra beaucoup de temps pour régler la question terroriste.
Penser qu'en 6 mois ou en 1 an, comme on a entendu ici ou là, on peut régler cette dot, c'est de méconnaître sérieusement la réalité terroriste. Ça prendra du temps. Ce n'est pas la transition qui va régler ce problème. Peut-être le régime qui va arriver, ce n'est pas un mandat qui va régler ce problème. Il faut qu'on le comprenne et donc qu'on puisse travailler un peu à l'aune de cette réalité-là. Après, il y a du banditisme. Ce n'est pas du terrorisme. Les attaques sur la route, les attaques contre les camions, tout n'est pas un groupe terroriste. Il y a aussi du banditisme et là, il faut savoir s'organiser pour faire face à ça. La transition fait ce qu'elle peut. Vous avez beaucoup d'investissements qui ont été faits. Il y a des mesures qui ont été prises en termes de restructuration, mais ça prendra du temps. Monsieur Moussa Mara, il y a une question que j'aimerais bien poser, que je m'en voudrais de ne pas vous poser aujourd'hui. Beaucoup de vos détracteurs vous reprochent d'avoir fait perdre le nord du Mali quand vous étiez Premier ministre. Sans remuer le couteau dans la plaie, qu'en est-il? Bon, je ne sais pas ce qu'on appelle perdre le nord du Mali. Moi, si je Parce dois que depuis votre visite mémorable, si je dois juste rappeler le contexte, en fait. Moi, je suis allé à Kidal en avril 2014. En avril 2014, quelle était la situation? Kidal, il y avait le gouverneur. Il y avait un contingent de l'armée, il y avait les groupes armés. Les groupes armés qui tenaient la ville de fait. Et on avait signé les accords de Ouagadougou. Il n'y avait pas encore les accords d'Alger, mais on avait signé les accords de Ouagadougou qui avaient gelé les positions. L'armée était présente à Tombouctou, à Gao, à Ménaka, les rebelles étaient plutôt sur la zone de Kidal. Je suis parti à Kidal, non pas pour provoquer ou pour insulter, mais pour simplement jouer mon rôle de chef de l'administration, comme je l'ai fait à Sekasso ou à Kaï, c'est-à-dire discuter avec le gouverneur, les directeurs régionaux, la société civile, et voir comment l'État peut encore les aider à mieux servir les habitants de Kidal. Ce sont des groupes armés qui nous sont tombés dessus. Après ma visite, il y a eu la prise du gouvernorat. Après ma visite, l'armée a voulu reconquérir le gouvernorat. Et si c'était un effet de provocation? Et l'armée, ceux qui nous sont tombés dessus, c'était de la provocation, c'est clair. Et c'était de la provocation violente. Et l'autre parti qui était signataire des accords de Ouagadougou reprochait également cette visite inopportune à je ne vois pas en quoi le Premier ministre du Mali se rend sur une partie du territoire et qu'on estime que ce n'est pas opportun. Surtout, encore une fois, c'est pour servir. C'est pour donner des moyens à l'administration. C'est pour donner les moyens aux populations, pour que les populations puissent vivre dans les bonnes conditions comme à Bamako ou ailleurs. Moi, je ne vois pas en quoi on peut considérer cela comme inopportun. Savez-vous que le résultat allait être ce qui a été après? Non. Puisque, évidemment, et si c'est à refaire, est-ce que vous le ferez? Évidemment, on ne s'attendait pas à ce que les gens nous tombent dessus. Les gens nous sont tombés dessus de manière totalement délibérée. Comme je l'ai dit encore une fois, c'est eux qui sont responsables de cette situation. Moi, je ne suis pas un va-t-en-guerre, mais je suis un responsable. Quand j'exerce une responsabilité, je prétends l'exercer au service de tous les Maliens. Pour moi, tous les Maliens sont égaux. Les Kidalois, comme les Bamakois, comme les Kaïsiens, ont les mêmes droits. Donc quand on est responsable, on les sert de la même manière. Est-ce que la prudence ne devait pas être de mise si on savait que ce qu'on gagnait n'était pas plus que ce qu'on perdait? Mais la visite, elle a été préparée. Là aussi, je l'ai dit plusieurs fois. Vous savez, avant de partir, le chef d'état-major général des armées, le général Maman, qui vit et qui est encore ici, il s'est rendu à Kidal. Et par la route, il a fait Kidal, Tessalit, Tiné-Sako. Et il est revenu à Bamako pour dire, monsieur le Premier ministre, vous pouvez y aller. Mais il se trouve aussi que Kidal est considéré un peu comme une chasse gardée par certains acteurs du processus de paix. Mais vous le saviez que c'était un bastion de la rébellion. Et cette chasse gardée, il faut qu'on en sorte. Le Mali doit récupérer l'entièreté de son intégrité. C'est encore le cas aujourd'hui. Kidal est encore considéré comme la chasse gardée de ces acteurs-là. Il faut qu'on en sorte, mais il faut qu'on en sorte par une application de l'accord d'Alger. S'il y a des éléments de l'accord d'Alger à corriger, corrigeons-les, avançons, désarmons les rebelles, faisons une armée véritablement représentative et avançons. Aujourd'hui, vous êtes membre du comité de planification stratégique du parti Élément, ça veut dire que votre statut a changé. Comment se passe la préparation des futures échéances électorales au sein du parti? Le parti est un parti qui a intégré l'alternance à sa tête depuis sa création. Et moi, je milite pour ça, pour tous les partis et même pour les acteurs de la société civile. C'est pourquoi, après 10 ans à la tête du parti, j'ai passé la main à Dr Youssouf Diawara qui assure une présidence formidable, tout à fait satisfaisante, avec sa manière, avec ses méthodes, et ça se passe très bien. Et le parti est vraiment en train de s'installer dans le pays, sans bruit, parce que nous, justement, le vrai changement qu'on veut réaliser, ce n'est pas un changement qu'il faut le faire en clamant sur les toits. Ça se passe très bien. Le moment opportun,
quand on arrivera aux élections, les élections locales, normalement dans le chronogramme, ce sont les élections locales qu'on doit d'abord aborder. Le parti décidera d'investir ses candidats et on fera tous campagne pour qu'on ait les plus grands résultats. Et ce sera la même chose pour les parlementaires et ce sera la même chose pour les présidentielles. Mais on est prêt. Monsieur Moussa Mara, si aujourd'hui, en tant que responsable politique, en tant qu'ancien Premier ministre, vous connaissez l'État, vous connaissez le Mali parce que vous parcourez le Mali, si vous avez un conseil à donner aux autorités du pays pour que le Mali puisse avoir son vrai slogan, le Mali is back, ça passerait par quoi? Mettre les Maliens ensemble. Mettre les Maliens ensemble. Mettre les Maliens ensemble. Ensuite, tous ensemble, faisons face aux réalités du pays. Les réalités s'imposent à nous. Nous n'avons pas à gérer selon un idéal. Nous faisons face aux réalités. Ce sont les réalités d'un pays fragile qui a des difficultés, mais qui a des potentiels. Si nous sommes ensemble et que nous faisons face aux réalités du pays, on peut le faire avancer. On ne réglera pas tous les problèmes, ni pendant cette transition, ni après cette transition, mais on pourra atténuer les dissensions, les divergences et avancer ensemble. Je l'ai dit régulièrement, même le prochain régime devra travailler avec un esprit de transition. Parce que la division est telle dans notre pays qu'on ne peut régler aucun problème dans cet état-là. Donc ce que je demande aux autorités de la transition, mettons tout le monde ensemble, n'étiquetons pas, ne stigmatisons pas. Si les gens ne sont rejetés par les populations, ce sont les élections qui le mettront en évidence. Si les gens ont eu des comportements négatifs, c'est la justice qui devra gérer. Entre ces deux, mettons tout le monde ensemble, faisons face aux défis. Nous avons un potentiel et moi je suis optimiste. Et pour la transition et pour l'après-transition. Monsieur Moussa Mara, si vous aviez une vision pour le Mali, dans un nouveau régime, avec ou sans vous, quelle serait votre vision? C'est le Mali-Kouroua dont on parle. Pour moi, on le résume en une phrase. Cette phrase, c'est « donnons à chacun ce qu'il mérite ». Mettons les hommes qu'il faut aux places qu'il faut. Ne regardons pas celui-là est de bon parti ou pas, celui-là est ma promotion ou pas, celui-là est de ma famille ou pas, celui-là j'ai des intérêts avec lui ou pas, celui-là il peut faire le job ou pas, donnons-le lui. Donnons les marchés à qui les mérite. Mettons les gens au poste qu'ils méritent, à tous les niveaux. Je vous assure que si on fait cela, moi je donne 8 mois à 12 mois à notre pays, le pays changera de visage. Monsieur Moussa Mara, avant de conclure cet entretien, parlons d'inclusivité, vous l'avez dit, la transition appelle, les gens viennent et ensuite l'inclusivité ne revient pas. Si aujourd'hui la transition vous fait appel, est-ce que vous allez venir? Me faire appel pour assister à une réunion, me faire appel pour donner des idées, oui, ce serait un plaisir. Et moi, je n'attends même pas que la transition me fait appel, c'est moi qui fais appel à la transition. Chaque fois que, beaucoup de personnes ne le savent pas, mais chaque fois que je vois des choses pour lesquelles on doit attirer l'attention de nos autorités, je cherche à les rencontrer et ils me font l'amitié de me recevoir. Et je leur fais état de ma position. De temps en temps, j'écris. J'adresse des courriers pour dire attention, faites ci, faites ça. Vous devez peut-être faire attention à ça, mieux qu'à d'autres. Donc, cette volonté de contribuer, moi, je l'ai. Qu'on m'appelle ou pas, je continuerai à le faire. Mais l'idéal, c'est d'avoir cet esprit, d'appeler régulièrement, d'appeler tout le monde, d'écouter tout le monde, de discuter avec tout le monde, et de retenir la synthèse des opinions qui sont données avec tout le monde. Aujourd'hui, nous n'avons pas le choix, il faut qu'on aille dans ce sens et qu'on le fasse très très régulièrement. Et je pense que c'est la clé. Aujourd'hui, je m'en voudrais de ne pas toucher à cette question. La relation du Mali avec ses partenaires que sont l'organisation sous-régionale, la France, semble ne pas être au beau fixe. Quel est votre avis là-dessus? Moi, je trouve que pour un pays qui accueille les Nations Unies, ce pays doit avoir la vocation de travailler avec tout le monde, surtout en des périodes particulièrement sensibles de son histoire. On dit en diplomatie, la chaise vide est contre-productive. Tourne le dos l'est tout autant. Je pense que ce qu'on cherche, l'indépendance, le développement, la paix, la stabilité, on peut l'obtenir dans le partenariat et dans la collaboration, mais en privilégiant toujours les voisins. Je fais une mention particulière des voisins.
Parce que c'est la géographie qui s'impose à nous. Nous devons vivre avec ses voisins, nous devons être en paix et en harmonie avec eux. Aujourd'hui, il y a la détente qui semble être amorcée avec Absolument. la Côte d'Ivoire. Et j'en suis heureux. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en suis absolument heureux parce qu'au mois de juillet, quand cette crise est apparue, moi, c'est même une vidéo que j'ai préparée à l'endroit de nos autorités pour leur dire il a pu se passer des insuffisances administratives, des erreurs, des oublis, ce que les Ivoiriens ont reconnu par le passé. Mais l'amitié que le Mali et la fraternité que le Mali a avec la Côte d'Ivoire ne doivent pas souffrir de cette situation. Réglons-la, s'il vous plaît, politiquement et sur le plan diplomatique. C'est ce qui semble se dessiner. J'en suis heureux et je formule le vœu que cette crise soit derrière nous et qu'on continue avec la Côte d'Ivoire comme avec l'ensemble de nos voisins dans les meilleures conditions. Les problèmes auxquels nous faisons face nécessitent qu'on se donne la main pour les gérer. Alors, que pensez-vous de cette souveraineté retrouvée du Mali? Parce que le Mali, aujourd'hui, est un pays qui semble être respecté dans la géopolitique. C'est une excellente chose. Il faut que nous continuions à chercher la souveraineté véritable. La souveraineté véritable, c'est d'abord être en mesure d'assurer la sécurité sur son propre territoire, sécuriser ses citoyens, d'installer l'administration, ouvrir les écoles, ouvrir les centres de santé. Ça, c'est la souveraineté véritable. L'autre souveraineté, c'est la souveraineté économique et financière. Faisons en sorte de renforcer les bases de nos finances publiques, que nous ne soyons pas obligés de chercher à nous endetter toutes les 3 semaines ou tous les mois, souvent pour payer des dettes antérieures. Ça, c'est une situation difficile qu'il faudrait régler en comptant sur nos ressources intérieures, en travaillant sur la fiscalité, en travaillant sur cette autonomie financière et fiscale. C'est ça la souveraineté véritable. Il faut qu'on la cherche. Ce qui se passe est bien, mais ça ne peut être que la première étape d'une dizaine ou d'une quinzaine d'autres étapes. Et ce chemin pour être parcouru nécessite qu'on se donne la main encore une fois. Donc, je reviens toujours sur l'inclusivité. Travaillons ensemble. Personne n'est contre le Mali. Donnons-nous la main et le Mali en sortira grandi. Et la transition, j'en suis sûr, en sortira grandi. Monsieur Mara, une dernière question, qui est une question subsidiaire. J'ai promis à un ami de la poser parce qu'il me la pose tous les jours. Est-ce que vous n'avez pas gagé votre carrière en acceptant d'être Premier ministre très jeune avant d'être dans la vie active? Est-ce que vous avez l'impression que ma carrière est gâchée? Moi, quand je regarde ma carrière après la primature, je suis revenu en commune 4. Peu d'acteurs politiques font cela et ont le courage de le faire. Je suis revenu solliciter le soutien de ma base initiale. Et ma base initiale m'a redonné le soutien puisque je suis devenu député. Et après la primature, je n'ai pas été candidat à l'élection présidentielle. J'ai soutenu un candidat. Nous avons eu une place honorable parce que nous avons été 4e sur 24 candidats. Moi, je n'ai pas l'impression que la carrière est gâchée, au contraire. Et je pense que le jour où je serai candidat à une élection nationale, les résultats le montreront. Monsieur Moussa Mara, le mot de la fin. C'est de vous remercier très sincèrement, Mali Online. Comme je vous l'ai dit, la crédibilité est importante. Vous l'êtes. Et cette interview sans concession, dynamique, montre bien que vous l'êtes. Moi, je ne peux que vous souhaiter le meilleur. La presse est le sang de la démocratie. Sans la presse, il n'y a pas de démocratie. Et sans démocratie, il n'y a pas de futur pour une collectivité. Cette place centrale, je souhaite que vous la mainteniez et que vous travaillez avec le professionnalisme qui vous caractérise. Évidemment, je formule les meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle année 2023 pour vous, vos proches, mais aussi pour l'ensemble du Mali. Pour nos autorités, j'espère que 2023 sera une année de succès pour la transition et une année de succès pour le Mali et pour l'Afrique. Je vous remercie, M. Moussa Mara, d'avoir répondu à nos questions à bâton rompu. Le plaisir a été pour nous de vous avoir sur notre plateau. Mesdames, Messieurs, nous étions sur le grand débat de Mali Online, votre plateforme digitale d'information générale émettant à partir de Bamako vers le monde entier, du monde entier vers Bamako, avec notre invité, une personnalité de la classe politique malienne. Merci, Monsieur Moussa Mara, d'avoir répondu à nos questions. Mesdames, Messieurs, à la prochaine, Inch'Allah.